On m'a demandé des choses que je ne pouvais pas porter. Que je ne pouvais pas porter parce que j'étais dans un milieu qui était toxique et malsain. Tu as attendu que ça soit trop tard? Parce que ça m'a emmenée aux urgences. Vraiment. On se remet toujours en dernier et on ramène au lendemain, et au lendemain, et au lendemain. En une semaine, j'ai perdu 8 kilos, où je suis retournée chez ma mère, où elle m'avait jamais vue comme ça. Elle est dans une génération qui a été un petit peu baignée dans cette dynamique d'objectifs, de résultats. On peut passer des nuits blanches pour une entreprise, avoir un burn-out. Réussir, tu dois toujours faire mieux et tu dois toujours faire bien. Si on ne peut réussir qu'à ce prix de ta santé physique, mentale, émotionnelle, est-ce que ça en vaut la peine? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne YouTube Enlia Sharifa. Aujourd'hui, c'est un épisode qui me touche particulièrement parce que je suis accompagnée de Livia, mon amie, my business partner, coach certifié, une femme extraordinaire, et on a créé ensemble My Bliss Retreat. My Bliss Retreat, c'est une retraite bien-être et de reconnexion à Bali, pensée pour toutes les personnes qui ressentent le besoin de faire une vraie pause dans leur vie. C'est bien ça, Livia? J'ai bien résumé? Absolument, ça donne envie. Et à ma gauche, je suis accompagnée d'une femme pétillante, une femme qui a énormément de choses à nous raconter, qui est entrepreneur, qui est maman, qui est une épouse incroyable. C'est gentil. Et je présente Naomi, qui est coach aussi sur... l'hypersensibilité et l'affirmation de soi. Exactement. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que nos clients peuvent rencontrer lors de cette retraite à Bali, le sujet du burn-out. Absolument. Le sujet du burn-out, c'est un sujet parfois minimisé parce qu'on parle souvent de performance, de réussite, de carrière, mais rarement en fait du prix à payer pour tenir ce rythme. Donc on a invité Naomi qui va nous partager du coup son expérience, ton vécu concernant le burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce process de ta vie? Je rebondis sur le fait que tu parles d'objectifs, de résultats. Et c'est vrai que on est dans une génération qui a été un petit peu baignée dans cette dynamique d'objectifs, de résultats, et notamment dans notre communauté d'afrodescendantes où tu dois réussir, tu dois toujours faire mieux et tu dois toujours faire bien. Donc moi, j'avais ce syndrome de la gentille fille, de la fille parfaite, de vouloir bien faire les choses et d'atteindre les objectifs que je m'étais donnés déjà depuis toute petite. Donc moi, j'ai toujours voulu travailler dans l'audiovisuel étant plus jeune. La vie va faire que j'ai bien changé, vous allez voir. Mais pour le coup, c'est vrai que quand je suis arrivée dans ce secteur d'activité, je me suis mise vraiment corps et âme. Je me suis donnée, j'ai montré mes compétences, j'ai vraiment envie de donner ma personne pour réussir et avoir le métier que je rêvais et de me dire, bah voilà, j'ai réussi, je suis fière de moi et j'ai tout fait pour. Et en fait, il s'avère que cet investissement profond, ce besoin de bien faire, et aussi, faut le dire, dans les grandes entreprises, moi j'étais dans une grande structure de l'audiovisuel, c'est vrai que les gens, ils écrasent un petit peu pour briller eux-mêmes. Et moi qui avais plutôt une philosophie de dire un petit peu utopique, c'est vrai que je suis arrivée à une rencontre où ça ne l'a pas fait et j'ai subi cet épuisement émotionnel, ce burn-out où en une semaine, j'ai perdu 8 kilos, où je suis retournée chez ma mère, où elle m'avait jamais vue comme ça. Les RH se sont vraiment questionnés. J'ai eu la chance d'être soutenue à l'époque par les RH parce que ça faisait un moment que j'étais dans l'entreprise et du coup, on connaissait mon travail, on savait qui j'étais. Ça faisait combien de temps à peu près? Ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans l'entreprise. Donc là, c'était la 4e année. Et pour le coup, c'est vrai que ça a été un coup dur, ça a été un choc, ça a été, ça a été vraiment une grosse gifle que je me suis prise parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens n'avaient pas la même perception que moi. Cette utopie où se dire que on est tous sur Terre pour pouvoir faire des choses pour soi et pour les autres et évoluer pour soi et pour les autres et pas cette image de devoir écraser l'autre pour briller. Donc, je l'ai vraiment pris en pleine face et ça a été très dur. Donc, je vous parle d'une semaine où j'ai perdu 8 kilos, mais ça a eu une répercussion beaucoup plus longue sur ma vie, sur le fait que j'ai perdu confiance en moi, en mes compétences. Je n'arrivais même plus à envoyer un courrier auprès d'un coursier. Enfin,
alors que je faisais des bilans marketing, que je faisais des newsletters. Enfin, j'avais des responsabilités à mon petit âge à l'époque parce que tu étais étudiante. C'est ça, j'étais alternante à l'époque. Okay. J'avais 23 ans et du coup c'était c'est dingue de se dire qu'à 23 ans en alternance, on peut subir ce genre de choses en étant si jeune et en étant dans une position d'apprenti et de se dire ok, on est là pour venir apprendre. Non. Il faut que tu aies cette posture, il faut que... En fait, on m'a demandé des choses que je ne pouvais pas porter. Que je ne pouvais pas porter parce que j'étais dans un milieu qui était toxique et malsain. Et hyper compétitif aussi, j'imagine. Hyper compétitif, mais totalement. Parce que dans le secteur... Et donc, du coup, là, les valeurs d'entraide et on est tous dans le même bateau... Non, mais c'est ça, zéro. C'est compliqué. Et surtout, avoir un burn-out à ce jeune âge, Livia... Jeune âge, en alternance, un stagiaire en burn-out, c'est magnifique. Je connais une autre grosse structure de entertainment qui est du coup internationale, où la stagiaire était payée, mais le minimum obligatoire, et elle avait un vrai poste de directrice marketing, et elle ne quittait pas le travail, elle quittait régulièrement le travail à minuit, et il fallait quand même qu'elle réponde présent le lendemain à la première heure, comme tout le monde. Oui. Donc, je vois très bien. Moi, ça m'est déjà arrivé de dormir là-bas, et en plus, j'avais les cours du soir. Enfin, c'était vraiment une période super intense, super intense qui m'a marquée, et qui m'a fait devoir rebondir, et qui m'a fait réaliser que, ok, girl, il faut que tu puisses te mettre en priorité, il faut que tu puisses te placer en priorité et que tu poses des limites saines dans le cadre de ton travail. Absolument. Sinon, tu vas jamais réussir à évoluer, tu vas jamais réussir à te placer en première et tu vas dépérir petit à petit parce que le monde du travail n'est pas le monde dans lequel tu vois les choses et n'est pas en lien avec tes valeurs. Je pense même que tu peux évoluer, en tout cas pour le temps que ton corps arrive à tenir. Mais la fin ne va pas être belle, en fait. Si on ne peut réussir qu'à ce prix de ta santé physique, mentale, émotionnelle, est-ce que ça en vaut la peine ? Non. Sincèrement. Moi, j'ai pris le parti que ça en valait pas du tout la peine. C'est bien beau de travailler dans de belles structures, d'avoir le prestige du nom de l'entreprise, etc. Et en fait, j'ai pris le parti de quitter. Vraiment, d'avoir un retournement de situation. D'ailleurs, oui, c'est ça que je voulais savoir, la première étape. Comment as-tu réagi face à ce burn-out ? C'est une très bonne question. La deuxième étape, comment tu t'en es sortie ? Et après, quelles leçons t'en as tirées ? Donc, la première étape, vraiment, on va aller dans la profondeur, Livia, dans la souffrance, comme tu le connais bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, lorsqu'on m'a annoncé... Alors déjà, la particularité, c'est que ce ne sont pas mes responsables qui sont venus à moi. Ils sont partis voir les RH et c'est les RH qui m'ont convoquée. Donc là, première douche froide. On se dit, ok, ils prennent même pas le temps de venir discuter. Ils ont déjà un arrêté. Je veux plus qu'elle travaille avec moi. Voilà les dispositions qu'il faut faire. Donc ça a été une vraie douche froide. Je me rappelle la RH, que je ne vais pas citer, mais que je pense très fort à elle, m'a dit, ok, là, tu pleures un bon coup. Et puis tu remontes tes bretelles, tu te mets droite et tu y retournes. Et tu montres qui tu es, ce que tu vaux. Bien évidemment, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pleuré un bon coup et je suis rentrée chez moi. Ensuite, je suis retournée chez ma mère. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me suis dit, ok, bon, c'est dur, mais il faut y arriver. Mais ça, une semaine est quand même passée. Et en fait, la finalité, c'est que je me suis dit, je peux pas rester comme ça. C'est pas les autres qui doivent avoir une répercussion aussi importante sur ma santé mentale, sur ma santé physique, parce que j'avais perdu 8 kilos. Je me suis dit non, il faut que j'arrive à remonter la pente, malgré mon jeune âge, malgré ma position d'apprenti. Il fallait que je montre qui était Naomi. Et en fait, je suis repartie comme ça, à 23 ans. Ouais. Il fallait que je monte parce que personne ne m'avait vue comme ça. Personne ne m'avait jamais vue pleurer, triste, dans cet état léthargique, vraiment inanimé, sans vie. Non, mais j'étais vraiment dans une... Exactement, une posture... le mot est fort, mais vraiment pathétique, avec du recul. Et je parle pour moi, bien évidemment. Et pour le coup, je me suis dit non, stop, je pleure une semaine. Et la semaine d'après, tu retournes au travail. Et même si, ils veulent que tu partes, mais tu partes la tête haute. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis revenue, je les ai convoqués. Oui, je les ai convoqués. Et je leur ai dit, voilà. Patron. Voilà. Vous avez eu un impact sur moi. À mon tour, maintenant, d'hausser la voix. Ouais. Et en fait, je leur ai expliqué par A plus B. J'avais fait mon petit schéma avec le bon manager, le mauvais manager. Et je leur ai tout cité. Voilà. Et vous êtes dans cette case de mauvais manager.
tu les as sortis. Ah oui. Ah oui, Ah oui, 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 d'accord. totalement. C'est totalement. le bilan annuel. En général, c'est dans l'autre sens, non? Et en fait, ça m'a Non, fait mais cette beaucoup de bien. maturité que tu avais à 23 À ans. 23 ans, ouais. Ouais. Et ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, ça a été ma thérapie de faire cet exercice-là, de leur montrer, voilà, par A plus B, de ce qu'ils avaient fait avait eu un impact sur moi et que cet impact était dû en fait à leur management qui était inexistant et conflictuel entre eux, parce que j'avais 2 managers en même moment. Déjà là, c'est quelque chose qui brouille un petit peu l'apprenti. Et en fait, voilà, le fait de leur avoir montré comment ils étaient, bien évidemment, ça n'a pas plu, mais in fine, parce que j'ai eu 1 mois de sursis, entre autres, qui avait été négocié par les RH, et ils voulaient me garder. Et c'est moi qui ai décidé au final de partir. Après le sursis? Bien sûr. Ok. Parce que je leur ai dit, voilà, au bout de quelques mois, vous voulez que je parte, mais vous ne voyez même pas mon travail. Il y a des problématiques importantes au sein même de la structure. Vous ne m'avez pas laissé ma chance. Et j'ai détaillé, j'ai été vraiment très factuelle. Je ne suis pas rentrée dans les émotions. Et en fait, à la fin des 1 mois, ils voulaient me garder. Mais moi, c'était fini. Elle avait les bons outils pour affronter Je pense problème. que ce que j'aime dans ça, le fait de les avoir convoqués et d'en parler, ça a fait beaucoup plus que ça. Tu as pu retrouver ta sérénité parce que tu as été mettre les gens qui ont empiété sur tes valeurs intrinsèques, tu les as mis devant leurs agissements. Et c'est réparateur en soi, parce que si tu étais parti en te disant je n'ose pas m'exprimer ou de toute façon je vais partir sans faire de bruit, c'est comme si tu avais avalé le poison et que tu attends que ce soit eux qui tombent malades. Là, tu es parti en disant la boucle est bouclée. Je tiens à vous dire, voilà ce que vous avez fait, voilà comment ça m'a fait me sentir. Et tu t'es fait justice en fait, mais d'une manière professionnelle, propre, factuelle. C'est ça. Et je pense qu'ils sont... Pour vouloir te garder, après avoir eu cette conversation, j'ai de l'espoir pour eux. J'espère pour eux aussi. J'ai de l'espoir. Parce que beaucoup de managers ou de cadres dirigeants aiment bien noyer le poisson. Enfin, beaucoup. Certains, excusez-moi, ils n'apprécient pas ceux qui sont capables de questionner leurs actions ou leurs décisions. Donc, c'est intéressant, leur réaction, je trouve. Et je voulais savoir aussi, donc cette image de cette femme forte, quand elle rentre chez elle après cette histoire, comment ça se passe? C'est une bonne question. À l'époque, quand je rentrais chez moi, du coup, je suis retournée chez ma mère, c'est un point important. Je pense que ça a été son discours à elle qui m'a fait tenir, qui m'a donné les armes pour pouvoir avoir cette force et de me dire, ok, tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es, et tu connais tes valeurs, et pour le coup, tu ne dois pas partir, même si c'est la finalité, en donnant raison. Et je pense que c'est ça qui m'a porté, et aussi le fait d'avoir le soutien des RH de l'époque, de se dire, oui, mais ok, vous avez cette image d'elle, mais nous, ça fait 3 ans qu'on collabore avec elle et on n'a jamais eu de soucis, et même on n'a que des éloges. Donc, je pense que le fait d'avoir ces personnes-là autour de moi m'a donné cette confiance. D'accord. Oui, je pense que ça m'a donné cette confiance où on m'a laissé vivre mon émotion de tristesse et de dépassement et de choc pour ensuite me donner la force de, ok, là maintenant tu as vécu ta période, il faut que tu puisses rebasculer et relever la tête pour du mieux. On t'a entendu en fait. C'est ça. Parce que si tu étais rentrée vers une maman qui, elle, a dû, par exemple, se taire toute sa vie pour pouvoir garder son boulot, ou si tu étais entourée de gens qui ne t'ont pas dit on t'entend, on te croit, et tu t'es sentie soutenue en fait, entendue, comprise. Totalement. Et ça comme tu disais, je pense que c'est ça qui t'a vraiment permis d'avoir le courage en fait, d'avoir une perspective de capitaine et non pas de victime. En fait, j'avais plus rien à perdre. J'étais passée dans cette phase-là. J'avais plus rien à perdre, et la seule chose que je devais faire, c'était ok, tu as perdu, ça n'a pas marché, mais tu pars la tête haute et tu montres que tout ce qui a été mis en avant, les mensonges qui a pu être dit sur toi, et que ce n'était pas vrai, et que tu déconstruis tout ça. Et que tu n'as pas peur. Si, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je suis hyper grave. Mais tu as quand même trouvé le courage d'aller avoir une conversation difficile.
Et je rebondis un petit peu à ce que tu disais, que le fait que ce soit des cadres dirigeants qui ont accepté le fait de me garder à la fin, je pense que la subtilité qui a fait qu'ils ont eu cette réflexion-là, c'est que je l'ai fait en sous-marin. C'est qu'à aucun moment, je les ai mis sur le fait accompli devant la globalité de l'équipe. C'est-à-dire qu'on n'était que tous les 3. Et moi, je pars du principe que mes affaires sont mes affaires. Voilà. Absolument. On n'a pas besoin de spectateurs, on n'a pas besoin d'échos ou de personnes qui viennent ajouter des choses. Et je pense que le fait d'avoir fait ça en intimité, ça leur a permis de se rendre compte de leurs agissements et de se dire, OK, là, il y a un shift à faire. Et... Tu leur as donné une leçon de leadership. voilà comment on fait. Tu vois, tu n'es pas passé par la RH. C'était important pour toi de dire à ceux qui t'ont amené à cette situation, voilà ce qui s'est passé et qui a joué un rôle où, et en tant que manager ou leader, voilà comment vous auriez dû gérer cette situation. Il y a une des choses que tu m'as choqué tout à l'heure, c'est par exemple de dire, tu es un matricule, ils n'ont même pas pris la... Et je ne savais pas qu'ils sont venus aller voir la RH pour te débarquer du bateau. Je pensais que c'était pour alerter sur ta santé émotionnelle. C'est une dinguerie. Et donc, en fait, en tant que... Il arrive que des cadres, dirigeants, des chefs de département, de service, ne soient pas des bons leaders, des bons managers. Et parfois, ils n'ont pas la formation. Quand on monte les échelons en partant du bas, on n'a pas fait une école en management. Voilà. Ça peut arriver que ces gens-là connaissent le boulot dans le département où ils sont, en marketing ou autre, mais ils n'ont pas été formés pour être manager ou leader. Ah oui, clairement. Donc, et puis les conversations difficiles, tant qu'on peut les éviter, beaucoup préfèrent les éviter. Donc, ils ont mis une casquette RH dessus parce que c'est le RH qui gère le personnel. C'est ça. Et comme ça, tout le monde dort sur les deux oreilles. Exactement. Et la suite, du coup, dans tout ça, après, tu as pu rebondir. Quel était ton parcours, ton chemin ? C'était ton premier burn-out, que tu nous racontes. C'était mon premier burn-out. Premier et dernier ou... Non, malheureusement. Okay. Non, malheureusement. Mais je pense qu'on est dans une génération où la charge mentale est tellement importante, où en fait, on veut tellement faire. Vraiment. Faire, se donner, impacter, avoir plusieurs rôles. Si je prends mon cas, voilà, le fait d'être maman, le fait de vouloir être dans maintenant, suite à ce burn-out, être dans des métiers qui me parlent ou qui font sens, font qu'il y a une pression qui vient. Et le deuxième burn-out que j'ai eu, c'était encore dans le salariat, parce qu'aujourd'hui, je suis totalement entrepreneur, vraiment à 100%. C'était aussi dans une structure qui paraissait bienveillante. Et en fait, à partir du moment où le dirigeant qui était bienveillant a quitté le navire, le bateau, il a coulé. Ah. Et il s'avère que lorsqu'une personne est nocif, ça fait voilà. Ah oui. Plein de petites tâches et toutes les personnes déteignent. Et puis voilà. Et au final, je suis retournée du coup après ma première grossesse au travail. Je n'étais pas du tout attendue. J'avais pas de chaise, pas d'ordinateur. Non mais. D'accord. Who are you? Alors là, c'était un nouveau manager, donc. Nouveau manager, exactement. Mais j'avais savais quand même que t'étais dans bien l'équipe. Évidemment, parce que j'avais fait les choses dans les règles, j'avais présenté mon enfant, j'étais revenue avant. Voilà, j'avais fait les choses bien. Et pour le coup, j'étais pas du tout attendue. Et la nouvelle RH m'avait carrément dit, on pensait que t'allais pas revenir. Okay. Voilà. Enfin, il y a un suivi quand même. Bien évidemment. Donc, cette phrase n'a aucun sens. Aucun sens. Pourquoi elle sort-elle comme ça du chapeau ? C'est pas grave. Parce qu'elle était moins bien que ta première RH de la boîte d'avant. Voilà. C'est sûr. Mais c'est fascinant quand même que le monde du salariat donne tellement de burn-out. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Livia ? Est-ce que c'est la société qui rend ça ? Alors, moi, j'ai été dans le salariat pendant des décennies. Ouais. Et je travaillais pour une banque d'affaires très connue, et après dans le milieu de la mode. Et en fait, aujourd'hui, on parle souvent de la priorité, c'est l'actionnaire. Il faut être productif, il faut du rendement, il faut dégager des bénéfices, il faut contenter l'actionnaire. Après, il y a plusieurs mécanismes. C'est vrai que là, comme on est à la course aux résultats, à la performance, aux bénéfices, avec les fluctuations de la situation économique, etc., c'est une pression en fait pyramidale. Ça veut dire que tout en haut, quelqu'un met la pression sur les présidents, vice-présidents, directeurs, etc.
et que du coup, la team, les exécutants qui sont, qui produisent, on répercute énormément de pression sur eux. Et là, il y a une façon de faire où si, encore une fois, on n'est pas formé en tant que manager ou leader, on va le faire un petit peu comme les parents, parce que finalement, la structure familiale et sociétale et d'entreprise est la même. C'est que il y a des parents qui sont d'une ancienne école où on n'avait pas le temps de discuter. Donc, une bonne raclée, on savait qu'on n'a pas le temps de lui expliquer pourquoi, mais vu qu'il va se souvenir comment ça fait mal, il ne va pas recommencer. Alors qu'en fait, parfois, ça prend plus de temps. Il faut expliquer, il faut que la personne conscientise, intègre, etc. Donc, et puis, il y a aussi, je pense, d'un côté, il y a le manque de qualité managériale et de leadership. De l'autre, on vit aussi dans un monde où tout va très vite, où il y a les réseaux sociaux qui nous projettent le concept de la réussite, de l'aisance, etc. Et en fait, je pense que tout le monde se met énormément de pression, que ce soit du côté des salariés, que des dirigeants, que probablement des chefs d'entreprise aussi, parce que pour faire survivre sa société, je pense qu'eux aussi, certains sont en burn-out aussi. Quand on n'a pas la maturité, il y a de l'abus de faiblesse en fait, parce qu'on n'a pas les armes, on ne sait pas si c'est normal qu'on nous demande ça, est-ce que c'est normal que ça fait X jours de suite que je ne rentre plus chez moi, que je rentre à minuit, est-ce que c'est normal que je tape la présentation de mon N. Enfin, c'est pas normal. Il y a plein de choses où on ne sait pas où se situer. Et puis, il y a toujours, vous voyez, quand les entretiens de fin d'année, souvent, on va beaucoup mettre l'emphase sur tout ce qu'on a, sur nos faibles performances ou ce qu'on peut améliorer, mais on ne va jamais s'éterniser sur ce qu'on a fait de bien. Parce que c'est une espèce d'espace où tout se renégocie finalement. Donc on n'est pas là pour dire bravo, grâce à toi, non. Là, tu aurais pu faire un peu, voilà. Donc, on se sent, et puis c'est en nous, ce besoin d'être validé, d'être approuvé, d'être applaudi des deux mains. Donc, pour les femmes. Voilà. Et donc, on est dans une quête de perfection, déjà, avant qu'on nous mette cette pression. Et si en plus, ce saboteur, ce syndrome de l'imposteur, ou peu importe, est nourri par notre supérieur hiérarchique, c'est compliqué. Et je me permets du coup de rebondir sur quand t'es revenu au travail et qu'il n'y avait pas de chaise pour toi. C'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as pu réagir? Est-ce que tu as réagi de la même façon qu'à 23 ans? Parce que là, c'est 2 ans plus tard ou... Ah non, c'est des années plus tard. C'est des années plus tard. On est après, plus 8 ans. Plus 8 ans. J'avais plus de maturité. Ouais. Et pour le coup, quand je suis revenue... Alors, il faut savoir que quand... on sort un petit peu du cadre, mais il faut savoir que quand je suis enceinte, je suis vraiment dans une bulle. Oui. Je me crée ma bulle et je suis 2 fois plus apaisée qu'en temps normal. C'est-à-dire que quand je reviens, je marche sur un petit nuage. Donc, j'étais revenue vraiment super à la cool. En détente. Voilà, en détente. super détente. Ouais. Donc, quand je vois ça, premier abord, je me dis, OK. Je refais un bébé. Voilà. Faut que je sois cool. Je me suis dit, OK, on est vraiment passé d'une étape où mon premier directeur, on arrivait, c'était les croissants, petit déjeuner, là, le changement c'était effectif. brutal, Et là, t'arrives, t'as plus de chaise, t'as plus d'ordi, t'as plus rien. Très bien. Alors que t'as annoncé que tu revenais. Hein. C'est pas comme si t'avais fait la morte, etc. C'est irrespectueux, je trouve. Totalement. Ouais. C'est exactement comme ça que je l'ai pris. J'ai trouvé que c'était un manque de respect. Et du coup, j'ai attendu une demi-heure. J'ai vu que ma direction n'était pas là, que la RH n'allait jamais arriver. Et du coup, c'est ma collègue qui était un petit peu mal à l'aise, qui a essayé de faire de son mieux. J'ai dit, voilà, bon, Naomi, tu t'es déplacée, tu as laissé ton enfant, c'est pas pour rien. Tu es revenue travailler. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les taureaux par les cornes et tu vas faire en sorte d'avoir un endroit où tu vas travailler. Donc, ma chaise, j'ai demandé où elle était. On m'a dit qu'elle était là. Je suis partie dans le bureau, je l'ai récupérée. Et mon ordinateur, je suis partie voir le service technique. J'ai demandé un ordinateur, un portable et j'ai repris mes fonctions. Tout ça en douceur. Ah oui, tout ça en douceur. Je sais pas si j'aurais réagi de cette façon, mais... En PLS, rouler en boule derrière la réception. Tout ça en douceur. Ouais. Et le fait d'avoir agi de cette façon, au final, j'ai eu plus qu'elle. Clairement. C'est-à-dire que j'ai eu 2 ordinateurs. J'ai un ordinateur tout neuf, un téléphone tout neuf. J'ai même pas eu besoin
de taper le poing sur la table ou de devoir, voilà. En fait, je me suis affirmée en douceur. Et j'aime bien cette idée, voilà, d'avoir un leadership sensible, un leadership doux et de pouvoir dire ce dont on a besoin, mais sans crier, sans, voilà, monter dans les tours et tout en étant entendu. Okay. Et pour moi, c'est super important. Mais la Naomi, il y a 10 ans, elle n'agissait pas comme ça. Et après, tu as quitté ce job. Exactement. Si parce que le burn-out, il est revenu. Ah oui, il est revenu parce que du coup, malgré cette maturité que j'avais pu avoir, je suis retombée. Alors, je pense que je ne pouvais pas tomber au plus bas au niveau hiérarchique. Okay. C'est-à-dire que ma directrice était une pervers narcissique, manipulatrice. Enfin, voilà. Okay. On était vraiment... on avait passé ce côté rendement, etc. C'était vraiment sur le côté humain, toxique, nocif. Donc, elle est partie, mais en fait, j'avais tellement subi. En fait, j'étais dans un endroit toxique sans me rendre compte qu'il était autant toxique. Et c'était quoi la cloche, l'alarme où tu te dis, c'est bon, Naomi, il faut que je pars de là? Alors, moi, il faut savoir que je fais de l'endométriose. Enfin, je suis porteuse d'endométriose. D'accord. Et en fait, j'ai fait une crise. Et ça faisait déjà 2 ans que je n'avais pas fait de crise. C'est l'inflammation. Exactement. Liée au stress. Exactement. Ce que je voulais poser comme question pour les gens qui vont nous écouter, nous regarder et qui ne savent peut-être pas qu'ils font un burn-out. Tu te rappelles, tu en parlais. Et quels sont les symptômes? Alors, c'est une très bonne question. Pour le premier, vu que je ne savais pas que je faisais un burn-out. Quels sont les symptômes et quelles sont les pensées? Les pensées, alors... Première chose, je dirais, diminution de la confiance en soi. On se sent vraiment, excusez-moi le terme, comme une merde. On se sent diminué, victimisé, on se sent petite, on se recroqueville. Vraiment, cette posture, voilà, où oui, on a envie de se cacher. Le fait de... Moi, je voulais plus manger. Et j'avais même pas cette sensation de faim, je voulais plus m'alimenter. Voilà, perte de goût, perte de vie. J'étais vraiment éteinte. Vraiment éteinte. Et en termes de symptômes physiques, genre, est-ce que tu as eu quoi, des palpitations? Si, totalement, des palpitations. Le fait, voilà, d'avoir cette sensation que le cœur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais soit crispé. Ou, voilà. Se contracte. Exactement. J'avais vraiment cette sensation d'avoir le cœur contracté et cette boule en ventre, de devoir retourner au travail, mais d'avoir peur qu'il se passe quelque chose, que je fasse mal. Le lien avec la confiance en soi, de faire des erreurs et que du coup, ça me retombe dessus. Voilà, j'étais dans cette boucle non vertueuse où je me sentais mal physiquement. J'avais des angoisses, du coup, ça amplifiait mon angoisse. Et du coup, je faisais les choses mal. Et vu que je faisais les choses mal, et du coup, on avait de quoi... Tu te blâmais et ça justifiait... Exactement. Voilà. Et est-ce que tu as attendu que ça soit trop tard ou tu t'es dit il faut stopper maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de femmes que je trouve qui sont très fortes mentalement, qui sont très ambitieuses, qui sont très intelligentes. Dont nous, hein. Elle dit ça parce qu'elle est comme ça. Il a fallu qu'elle fasse 2 retraites chez moi et à Bali pour arriver à cette zénitude de Maître Yoda. C'est ça. Parce qu'elle ne s'écoute pas et elle a une énergie, et puis elle est ambitieuse, elle est passionnée et j'adore ta question. À quel moment est-ce que tu t'écoutes ou est-ce que comme il faut être forte et que tu es forte, tu pousses. C'était ça ta question? C'est exactement ça. Elle l'a bien écouté. Elle s'y connaît bien. Et premier burn-out, je me suis pas écoutée. Première fois, je savais pas ce qui m'arrivait. Voilà, je suis tombée des nues. Okay. Le deuxième, j'ai fait attention. Et je me suis dit, ok, oh là, le fait que tu fasses une crise aussi importante qui t'emmeне, parce que ça m'a emmenée aux urgences. Hein. Vraiment. C'est une crise d'angoisse très forte. Exactement. Et où ton corps somatise et là, complications, etc. Et je me suis dit, ok, moi je suis quelqu'un qui cache beaucoup lorsque j'ai une crise d'angoisse ou que je peux avoir une crise d'endo. Pour moi, ce sont mes affaires et les autres n'ont pas à en pâtir. Oui, j'ai remarqué que tu prends beaucoup pour toi. Voilà, exactement, totalement. Ouais. Et à partir du moment où je n'arrive plus à faire face, physiquement et mentalement, là, je me dis stop. Et en fait, c'est à partir de cette crise-là où je me suis dit, ok,
ça ne va plus arriver, ce qui s'est déjà passé. Il faut que tu lèves le pied, il faut que tu penses à toi et il faut que tu mettes une stratégie en place pour pouvoir sortir de là. Et c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là avec vous, que je peux partager ce moment avec vous et que je peux, oui, être fière d'être partie, fière d'avoir pris le courage de me dire stop, parce que j'ai plein d'amis encore qui y sont dans ce travail-là, qui ont cette porte de sortie, mais qui ont tellement peur de ne pas retrouver ou tellement peur de l'inconnu, qui se disent non, là je connais. Même puis j'ai déjà tellement donné de moi, de ma personne. Et du coup, je ne me vois pas chercher autre chose et prendre des risques. Ouais. Et ça, je pense que c'est très féminin. La peur de prendre des risques. La peur de prendre des risques. Et dans cette période difficile, est-ce que tu as été accompagnée ? Parce que l'accompagnement, Livia, ton coach, c'est très important. Et dans notre retraite à Bali, justement, c'est le point essentiel qu'on met en avant, c'est l'accompagnement. Parce que quand on sort d'un burn-out, on a besoin d'être accompagné par des experts qui peuvent nous aider, par des outils. Parce que toute seule, je l'ai déjà vécu, un burn-out toute seule avec une personne toxique qui te dit « Ah tu te débrouilles », je te jure que c'est compliqué pour se relever. Et donc toi, l'accompagnement... Totalement. Tu l'avais ? Je suis totalement en phase avec vous. Ouais. L'accompagnement, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Je me suis fait accompagner d'une coach, je me suis fait accompagner d'une psy. J'allais dire au moins. Voilà, au moins, au minimum. Et même de ma sage-femme, parce qu'entre-temps, j'ai eu un deuxième bébé et du coup, dépression postpartum qu'il ne faut pas montrer, qu'il faut cacher. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet. Ma psychologue m'a dit que j'ai vécu beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, c'est normal que je ne peux pas être condensée en 30 minutes. Mais oui, c'est en tant que femme, on vit beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Je suis sûre que plein de personnes de mon entourage vont être étonnées de savoir que j'ai vécu toute cette chose en si peu de temps et de ne pas être au courant. Ils vont culpabiliser parce qu'ils vont penser à toutes les fois où ils ont manqué de patience. Oui, après, c'est pas du tout le but. J'en veux à personne. Chacun est dans sa vie. Je plaisante. Oui. Tu as été accompagnée par ta famille, tes amis. Alors, ma famille, ma famille, c'était quand j'étais plus jeune. Ils sont toujours, bien sûr, ils sont toujours là quand il y a un besoin, etc. On est une famille très soudée. Après, mon mari aussi, une personne sur qui je peux vraiment compter. C'est vraiment mon rock au quotidien. Vraiment, comme j'ai dit là dernièrement pour la fête des pères, c'est pas qu'un père, c'est vraiment un repère pour notre famille. Et pour le coup, malgré ça, j'ai quand même eu besoin de professionnels. Malgré le fait que je sois aussi professionnelle. J'ai conscience que l'accompagnement est primordial pour toute personne qui vit un moment de douleur. On a besoin d'ancrage, on a besoin de discussion, on a besoin de communiquer, même si on sait faire. Et il faut quand même aller voir et se rapprocher et trouver de l'aide quand on a besoin. Donc, comme je disais... Le plus grand... Pardon. Il y a un concours de coach chaque année. Comment il s'appelle ? Vin Lakshmi, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a gagné plusieurs années consécutives et il disait même un coach a besoin d'être coaché. Et donc, lui, il a ce qu'il appelle son support system, mais c'est aussi son anti-bullshit system. Et donc, comme il est d'un autre niveau, alors un de ses potes est astronaute, l'autre est un athlète de haut niveau, etc. Et ils sont là pour sans arrêt checker sa santé mentale, physique, émotionnelle, les uns les autres. Et j'ai essayé de me coacher toute seule, par exemple, devant la glace, et ça s'est fini en fou rire, et je me suis sentie stupide très vite. Donc, en fait, tout le monde a besoin, à un moment donné ou à un autre de sa vie, de se faire accompagner. La famille peut soutenir, mais ils n'ont pas les outils. Totalement. Ils ont leur propre perspective, leurs propres croyances, et ils n'ont pas les outils pour avoir une expertise renseignée pour vraiment accompagner la personne. Et j'ajouterais même, ils n'ont pas la méthode. Non, ils n'ont pas. En fait, c'est ce que je dis, c'est qu'ils ne sont pas équipés. C'est ça. Ils ne sont pas équipés pour t'accompagner d'une manière qui va t'aider à sortir ça et à transcender ça, en fait. Ils sont pleins de bonne volonté, mais ils n'ont pas les outils, ni l'expertise, ni les outils. C'est ça, totalement. Et en parlant d'accompagnement, justement, je voulais te demander, Livia, comment ça se passe à Bali ? Les accompagnements. Alors, est-ce que tu aimerais en faire partie ? Avec grand plaisir. Alors, j'ai hâte de t'écouter. Cet accompagnement à Bali, je crois que c'est le clou, en plus des différents protocoles holistiques qu'ils vont expérimenter, qui va pouvoir libérer
les émotions, qui est les blessures d'âme, et parfois physique aussi, parce que tout est lié en fait. C'est vraiment, c'est une retraite qui a une approche holistique. On va traiter de l'entièreté de la personne, body, soul, spirit, comme on dit, corps, âme et esprit. Et la valeur de mon coaching est de $200 de l'heure, et ils ont accès à moi tout le temps du séjour. Dès qu'une question se présente, une émotion, un doute, une question, un rêve, un projet, n'importe quoi. Je suis vraiment partie intégrante du groupe pendant ces 7 nuits et 8 jours. Et parce que du coup, ce qu'on voulait, toi et moi, quand on a créé cette capsule hors du temps, c'était vraiment de permettre aux gens d'avoir le maximum pour leur économiser du temps, de l'argent. Voilà, le but, c'est que quelle était la dernière fois qu'ils ont eu un moment hors du temps pour se recentrer sur eux, se déconnecter, faire taire le bruit, avoir la clarté, prendre soin d'eux, avec les massages balinais, avec tous ces protocoles. C'est très poétique en plus. Hein. Il y a des, je vais pas gâcher la surprise, mais c'est plein de pétales de fleurs. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait pu t'aider si tu es dans cette période-là. Absolument. De te dire, la déconnexion est essentielle et des fois, on ne guérit pas dans l'endroit où on a été blessé. Il suffit juste de prendre du recul, de partir juste une semaine, de souffler et de se dire, ok, cette fois-ci, je me remets dans le bain, mais d'une autre manière, c'est une nouvelle Naomi, etc. Donc, je pense que toi, tu as eu vraiment la maturité, tu as eu les bons outils, tu as eu l'entourage, tu as eu tout ce qu'il fallait pour t'en sortir. Et jusqu'à maintenant, c'est une force. Mais après, il y a des personnes qui nous écoutent aussi, qui n'arrivent pas, justement, et qui se sentent seules. Justement, je pense que cette retraite, elle est faite pour ça aussi. La difficulté que j'ajouterais, c'est que c'est très difficile. Alors aujourd'hui, imagine, mère, épouse, entrepreneur. Une difficulté que mes clientes, c'est de s'autoriser, sans culpabiliser, de se bloquer 1 heure, juste pour elle. On se remet toujours en dernier et on ramène au lendemain, et au lendemain, et au lendemain. On peut passer des nuits blanches pour une entreprise, avoir un burn-out, mais on attend 6 mois pour un massage. Et là, c'est très difficile, en fait, quand on est dans cette souffrance, où c'est très difficile pour changer des habitudes, pour se recentrer, de rester dans son quotidien, dans son environnement, dans les distractions, dans les mauvaises habitudes, etc. Et ces 7 jours, en fait, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez, en étant dans le plaisir et le flow, dire, là, par exemple, pendant ces 7 jours, malgré que la nourriture ici est délicieuse, déjà, la nourriture là-bas est une médecine en soi, mais c'est délicieux. Pendant 7 jours, j'ai l'occasion d'avoir une cuisine délicieuse où je peux apprendre à rééquilibrer mon alimentation. Pendant 7 jours, parce que c'est un vortex énergétique et donc, là-bas, les gens fatigués sont redynamisés, les gens trop en hyperactivité sont calmés. Donc, c'est des jours où je peux me reprogrammer aussi pour aller voir les levées de soleil, où le corps se met, lui, à dormir quand il décide que c'est l'heure de... On ne peut pas faire de burn-out. Donc, c'est une opportunité de changer tellement de choses sans avoir l'impression de travailler dur et d'être dans le plaisir. Et puis, c'est une opportunité d'investir sur soi parce que ça va bénéficier à soi-même déjà, c'est le plus important parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais on va rentrer et on va donner ce cadeau-là en plus à notre entourage. On va leur apprendre, je ne pense pas que tu as envie d'apprendre à tes enfants comment taire tes valeurs, comment te laisser piétiner, comment ne pas écouter ton corps, comment sans arrêt suivre une trajectoire qui va t'amener droit au mur, en fait. Et c'est inspirant. C'est l'instant pub de My Bliss Retreat. on revient sur le sujet principal. Merci Naomi pour ces partages qui sont très inspirants et pour toutes les personnes en fait qui ont vécu burn-out, il faut prendre soin de soi, il faut s'écouter. La première intuition que tu as eue quand tu as dit
il faut que je parte de cet endroit toxique. Tu l'as fait et c'est très, très important. Le burn-out en soi, c'est pas une finalité. Il y a toujours une solution. La solution, c'est de se faire accompagner. La solution, c'est d'être bien entouré comme toi. Tu étais bien entouré avec ta famille. Et quelle est la suite pour toi dans tout ça? Si tu peux nous résumer en quelques mots, quelle leçon tu as tirée de tout ça? La leçon de tout ça, c'est qu'il faut s'écouter. Ouais. Faut pas attendre d'avoir cette fracture et de perdre 8 kilos comme j'ai pu le faire. Il faut vraiment s'écouter parce que le corps nous parle. Le corps nous parle. Il faut vraiment prendre le temps de s'écouter, même si c'est 10 minutes, 5 minutes. Voilà, le matin ou le soir, il faut qu'on arrive à prendre ce temps pour soi. Et ne pas sous-estimer les conséquences d'un burn-out. Totalement. C'est ça. Et merci Livia aussi d'avoir ton expertise et Merci de parler aussi de My Bliss Retreat. Merci à vous deux. En tout cas. Merci à toi. Et merci à toi. Merci.